Bienvenue dans le débat de France 24. On est à 6 mois de la date butoir et rarement le Brexit aura paru aussi lointain. C'est le 29 mars prochain qu'en théorie, le Royaume-Uni doit avoir quitté l'Union européenne. Et pourtant, on ignore toujours où seront situées les frontières entre Européens et Britanniques, ni quelle forme prendront leurs relations futures. Les 27 réunis à Salzbourg la semaine dernière ont rejeté la proposition d'accord rédigée par Theresa May, contrainte de revoir sa copie. Alors que l'opposition travailliste, elle, jusque-là respectueuse du Brexit, commence à émettre l'hypothèse de nouvelles négociations et pourquoi pas d'une nouvelle consultation. Écoutez ce qu'a dit Jeremy Corbyn aujourd'hui en clôture du congrès annuel de son parti à Liverpool. En l'état actuel des choses, le Labour votera contre le plan de Chequers ou tout ce qui en restera et s'opposera à un Brexit sans accord. Il est inconcevable que nous quittions l'Europe sans qu'il y ait d'accord. Ce serait une catastrophe pour le pays. C'est pourquoi si le Parlement rejette un accord présenté par les Tories ou si le gouvernement ne parvient pas à conclure un accord, nous devons aller vers des élections législatives. Alors, le Royaume-Uni se dirige-t-il toujours vers un Brexit? Et quel Brexit? On en parle avec vous. Catherine Mathieu, bonjour. Vous êtes économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, spécialiste du Royaume-Uni et des questions européennes. Merci d'être avec nous. Pascale Joannin, vous êtes directrice déléguée de la Fondation Robert Schuman. Bonjour. Don Derrett, président du Labour International pour Paris et le nord-est de la France. Merci d'être avec nous. Et puis en duplex de Londres, Georgina Wright, vous êtes chargée de recherche au programme Europe de Chatham House. Merci également à vous. Dans son discours que vous avez suivi, bien entendu, Jeremy Corbyn n'appelle pas explicitement un nouveau référendum sur le Brexit. Ah bah oui, effectivement. Je pense que ce congrès était vraiment attendu au Royaume-Uni. Et effectivement, donc le Labour Party, le Parti travailliste, avait une politique assez ambiguë par rapport au Brexit. Et là, le message était clair. Il faut un accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne d'ici mars 2019. Et s'il n'y a pas d'accord, alors que le Parti travailliste requerrait des élections législatives et on verra bien ce qu'il en suit. Mais effectivement, pas de mention de second référendum. Don Derrett, il dit même respecter la décision des Britanniques de 2016. D'ailleurs, lui-même était plutôt, on l'a compris, plutôt pour le Brexit à l'époque. Enfin, c'est en tout cas ce qu'on a pressenti. Il laisse la porte ouverte. Toutes les options sont sur la table au cas où le gouvernement ne parviendrait pas à un accord futur avec Bruxelles. Comment vous le comprenez, vous? C'est pas un contraire. Oui, il respecte le droit de la gens qui disent oui, nous sommes le Brexit, l'euro. Mais c'est pas une chose complète. Parce que après le référendum, le procès commence. La négociation commence. Mais attends, la négociation, c'est pas forcément bien. C'est une chose qui, comme Theresa May a dit, c'est un impasse, une vraie impasse. Donc, la situation, c'est différente maintenant. Et je crois aujourd'hui, c'est change tout pour la partie. Ça change tout, Pascale Joannin. Vous estimez, vous, que le Labour Party, les travaillistes, ont clarifié leur position à l'issue de ce congrès? Mais je ne suis pas très certaine que ce soit clair, vraiment. Je crois qu'il y a des contradictions dans les deux partis. Au Parti conservateur, il y a des frictions. Et je ne suis pas sûre que la ligne du Labour soit très claire. Jeremy Corbyn est une personne quand même qui est assez contestée, qui a une ligne qui n'est pas celle non plus de l'ensemble du parti. Il y a des Remainers et des Brexiters également au Parti travailliste. Il n'y a pas une unité de ligne qui pourrait dire nous, on est bien content que les conservateurs soient déchirés, mais il y a aussi des déchirements. Et en effet, ce qui avait été annoncé par un responsable Europe en disant il y aurait peut-être en effet une nouvelle consultation qui ne portait pas forcément sur un nouveau vote sur rester ou pas dans l'Union européenne, mais sur l'accord, s'il y en avait un. Ça semble avoir été un peu écarté par Jeremy Corbyn dans le texte officiel. Donc, je ne suis pas sûre qu'il ait, lui non plus, une majorité claire pour avoir une ligne qui emmènerait vers une décision claire également. Catherine Mathieu, il évoque surtout effectivement un accord avec Bruxelles qui serait meilleur que celui de Chequers, celui de Theresa May, donc présenté à Chequers dans la résidence de campagne des premiers ministres à son gouvernement, d'où le nom donné par la presse à cet accord. Quel type d'accord d'association avec Bruxelles propose le Labour, justement? Est-ce qu'on a une idée? Oui, le Labour propose un accord du type union douanière. Oui. Et le Labour a posé 6 tests pour pouvoir accepter l'accord qui est actuellement négocié par Theresa May avec l'Union européenne. Et un de ces tests est que le Royaume-Uni ne perde pas
à quitter l'Union européenne en termes économiques, ne perdent pas en termes d'emploi et qu'il y ait une union douanière. Alors, ce test-là, il est aujourd'hui très très difficile. C'est réaliste. Ça semble, de mon point de vue, très peu réaliste, vu les négociations qui sont en place. Mais ce test qui est là aujourd'hui pour les travaillistes est celui sur lequel ils vont juger l'accord qui sera en principe présenté par Theresa May si elle aboutit à un accord avec l'Union européenne. Cet accord qui sera soumis au Parlement britannique et les membres du Labour voteront sur ce texte. Alors aujourd'hui, on peut penser effectivement que c'est très peu réaliste et que le Labour voterait contre l'accord qui sera proposé par Theresa May. Ce que souhaite en fait le Labour, c'est qu'il y ait une organisation d'élections anticipée et espère à ce moment-là prendre la tête du gouvernement et mener des négociations avec l'Union européenne. Alors moi, il me semble que pour les travaillistes aujourd'hui, comme c'est le cas pour les travaillistes demain, comme c'est le cas aujourd'hui pour les conservateurs, ce serait très difficile de mener les négociations. Don Derret, deux questions peut-être. Le message, on fera mieux que les conservateurs, finalement, sans plus de précision. Est-ce que ça marche auprès des électeurs ? Et s'engager sur un nouveau référendum, si c'était dit de manière plus claire, est-ce que vous pensez que ça permettrait aux travaillistes de remporter plus facilement les élections ? Ce serait un message qui porterait auprès des électeurs, ça ? La promesse d'un nouveau référendum ? Oui, la promesse d'un autre élection, un autre référendum. Oui, c'est une promesse. Ça, c'est sérieux. C'est une chose sérieuse parce que Theresa May dit non et non et non. Maintenant, Jeremy Corbyn, le parti dit c'est possible. C'est possible, mais il dit pas on va le faire. Ah oui. Non, oui, ça c'est il le fait. Si la situation arrive que ça ne passe par le gouvernement, oui, je suis sûr. Il a fait ça. Oui, si j'ai bien compris, ce serait quand même le dernier recours, si on peut dire, du Parti travailliste. Il y a vraiment d'abord le souhait qu'il y ait un accord avec l'Union européenne. Éventuellement la possibilité que le Labour puisse prendre la tête du gouvernement britannique, quand même de ce qui, je pense, est le premier objectif en fait que souhaitent actuellement les travaillistes. C'est vraiment le premier objectif. Et la question d'un référendum derrière, même si effectivement les travaillistes sont très divisés, à part Keir Starmer qui hier a lâché le mot on pourrait organiser un nouveau référendum, je crois qu'une majorité de travaillistes aujourd'hui ne serait pas d'accord. Georgina Wright, hier les travaillistes ont adopté une écrasante majorité, une motion qui laisse la porte ouverte au maintien de leur pays dans l'Union européenne en cas de nouveau référendum. Cette motion d'ailleurs a fait l'objet, sa rédaction a fait elle-même l'objet d'un compromis parce que le parti est divisé sur la question. Tout à fait. Je pense que, comme on disait tout à l'heure, le parti est complètement divisé, le pays est divisé. Enfin, je veux dire, il y a vraiment la moitié encore de l'électorat, un peu plus maintenant qui soutient le Royaume-Uni, continue à rester membre de l'Union européenne, mais en règle générale, ça n'a pas vraiment changé. Donc je pense que c'est une ligne très difficile et une vision très difficile pour le Parti travailliste. Maintenant, je pense qu'en revenant aux élections législatives, parce que c'est tout à fait le cas, je pense que Corbyn était très clair aujourd'hui, priorité numéro 1, qui est un accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne d'ici mars 2019. Alors, s'il n'y a pas d'accord, ou si le Parlement britannique rejette l'accord qui revient de Bruxelles, là, le Parti travailliste demanderait des élections législatives. Maintenant, il est très difficile d'avoir il y a des conditions pour avoir des élections législatives. Déjà, il faut que 2/3 des parlementaires, des membres du Parlement, donc, votent en faveur d'élections législatives. Aucune garantie que le Tory Party, donc le parti de Theresa May, vote en faveur de nouvelles élections. Ou bien, il faudrait que le Parlement passe à un vote of no confidence 2 fois de suite. De nouveau, pas certain que cela se passe. Donc, je pense, même s'il y a une vision pour avoir des élections, il n'est pas garanti qu'il y en ait, parce qu'il y a certaines attentes législatives et des conditions. Promettre un nouveau référendum, vous pensez que ce serait un thème porteur auprès de l'électorat? Ça pourrait aider les travaillistes à remporter de nouvelles élections, si elles avaient lieu? Oui, peut-être, parce qu'il y a effectivement donc, la moitié du pays qui est vraiment pas sûr que ce soit la bonne décision pour le pays. Mais maintenant, je suis
moi, je ne suis pas personnellement sûre que le Parti travailliste mettrait ça dans le manifeste. À mon avis, il dirait, voilà, nous, on est prêts à négocier avec Bruxelles. Si vous votez pour nous, on aura une meilleure approche. On tenterait donc de maintenir le Royaume-Uni au sein de l'Union douanière. Ce serait plutôt des promesses comme ceci. Je ne pense pas qu'un second référendum vraiment puisse complètement changer le jeu politique. Mais Jeremy Corbyn, lorsqu'il tape à bras raccourcis sur Theresa May, les négociations qu'elle mène actuellement avec l'Union européenne comme il le fait aujourd'hui, est-ce qu'il propose une alternative crédible aujourd'hui aux Britanniques qui laisse penser que lui sait où il va ? C'est une proposition, c'est un jeu politique. Maintenant, moi, je me dis qu'il faut quand même plus de détails. À quoi ressemblerait cette négociation? Quelle serait la vision finale? Si cette vision finale n'est pas acceptée par Bruxelles, quel serait le compromis? Je pense que l'électorat britannique attendrait beaucoup plus de détails à ce niveau. Pascal Joannin, Jeremy Corbyn doit rencontrer Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union européenne, demain. Que va-t-il lui dire? Que vont-ils se dire? Est-ce que c'est juste une manière de se poser en Premier ministre putatif ou est-ce qu'il y a vraiment du contenu à cette rencontre? C'est difficile de dire que c'est un Premier ministre putatif. Il a peut-être l'envie, mais c'est pas la question du moment. Je pense que c'est normal que Michel Barnier rencontre tous les protagonistes qu'il fait, et il le fait dans tous les pays et pas qu'au Royaume-Uni. Donc c'est normal que les négociateurs en chef de l'Union rencontrent tous les partenaires et tous les bords, que ce soit l'opposition ou la majorité, dans tous les pays. Il le fait régulièrement. Encore une fois, on parle quand même de choses qui sont très hypothétiques. Il faut quand même se rappeler que maintenant, on est, comme vous l'avez dit, 6 mois avant la date de départ. Le 29 mars, c'est la date, jusqu'à preuve du contraire, où les Britanniques sortent. Accord ou pas accord. On a, pour l'accord, un deadline qui était fixé au 18 octobre, qui sera peut-être repoussé d'1 mois, mais ça fait jamais que 6 semaines dans la dernière ligne droite pour qu'on arrive à un accord. Or, Madame May s'est fait bloquer la semaine dernière par l'Union européenne. Elle a dit qu'elle proposait quelque chose. Probablement, maintenant, il faut attendre le congrès équivalent du Parti conservateur qui va commencer dimanche pour savoir en effet si elle sera toujours là, s'il n'y a pas un putsch au niveau des conservateurs. Et si elle est toujours là, qu'est-ce qu'elle proposerait? Madame Merkel, hier, lui a redit que ce n'était pas possible de faire le plan de Chequer puisque ça n'allait pas. Donc, ce n'est pas que des positions qui sont faites les individuellement. Toute l'Europe lui dit ce n'est pas possible. Et M. Corbyn, jusqu'à preuve du contraire, dit si c'est le plan de Chequer, jamais je ne voterai le plan de Chequer tel qu'il est, etc. Donc on va se retrouver. Alors, où elle amende beaucoup son projet, et en effet, les Européens trouvent que ce nouveau projet remanié de Theresa May peut être acceptable, et il y a un accord. Mais après, là vient encore une deuxième hypothèse, et ça n'a rien à voir avec Jeremy Corbyn, donc pour l'instant c'est vraiment un souhait de wishful thinking, comme on dit en anglais, parce qu'une fois que, en effet, une fois que cet accord serait trouvé, et j'emploie vraiment un conditionnel mi-novembre, il faut qu'il soit approuvé par le Parlement européen et par le Parlement britannique. Et au Parlement britannique, si M. Corbyn fait dans l'opposition systématique, on sait également que Mme May n'a pas de majorité, parce qu'entre les lignes de fracture qui existent entre les hard Brexit et les Remainers, des unionistes irlandais qui apportent 10 voix, mais qui sont aussi très divisés. Les Nord-Irlandais ont voté quand même pour le Remain. Donc vous dites aujourd'hui la probabilité c'est un Brexit sans accord. C'est une option qui existe, c'est pas impossible. Il y a 6 semaines pour savoir si en effet il est possible de trouver un accord. Michel Barnier dit qu'il est prêt à négocier des choses avec les Britanniques si en effet Mme May met un peu d'eau dans son vin, dans son plan de Chequer, qui aujourd'hui n'est pas acceptable en l'état. Qu'y a-t-il de si horrible dans Chequers, Catherine Mathieu? Eh bien, honnêtement, je ne vois pas ce qu'il y a de si horrible dans le plan de Chequers. Et je pense que Theresa May a probablement fait la proposition la plus constructive possible pour à la fois ménager les partenaires de l'Union européenne, les hard Brexiteurs dans son parti, et les partisans du Remain au Royaume-Uni. Je pense qu'elle a essayé de trouver un compromis en reconnaissant que l'Union européenne disait non au fait que le Royaume-Uni puisse rester dans le marché unique s'il ne continuait pas à respecter en particulier la liberté de circulation des travailleurs. Parce que c'est ce qu'elle veut. Elle veut pouvoir rester dans le marché unique, mais pas de liberté de circulation parce que les Britanniques ont voté contre. C'est comme ça qu'elle interprète le vote du Brexit. Oui, et je pense que, en fait, quand on regarde quand même toutes les études qui ont
d'opinion et ce qui s'est dit au moment du vote de 2016. Cette question de la liberté, et même avant le vote de 2016, quand David Cameron avait négocié l'accord avec l'Union européenne pour que son pays puisse rester dans l'Union européenne, pour qu'il puisse soumettre un référendum en espérant que les Britanniques voteraient pour rester dans l'Union européenne, cette question de la liberté de circulation des travailleurs, c'est sur cette question-là que les discussions ont achoppé depuis maintenant plus de 2 ans avec l'Union européenne. Donc Theresa May prend acte du fait que l'Union européenne lui dise hors de question que vous restiez dans le marché unique si vous ne respectez plus la liberté de circulation des travailleurs, hors de question que vous restiez dans l'union douanière. Elle propose... Où est-ce qu'elle met la frontière ? Elle propose, alors elle met la frontière, alors en tout cas en matière d'accord de libre-échange, ce qui est ce que souhaitent de façon fondamentale les Britanniques, en tout cas le gouvernement aujourd'hui, elle propose en fait qu'il y a un accord de libre-échange sur les marchandises, uniquement sur les marchandises, et que le Royaume-Uni respecte la réglementation européenne. Donc elle fait un pas dans la direction de l'Union européenne. À cela, les Brexiteurs durs se disent « Ah, pas possible, il faut complètement sortir si on sort ». Et les partisans et les membres du Labour, de façon générale, disent ce n'est pas un bon accord pour le Royaume-Uni. S'ajoute à cela la question irlandaise, puisque Londres, mais aussi les unionistes veulent maintenir l'unité du Royaume. Mais qu'une partie des Nord-Irlandais, eux, ne veulent pas de frontières physiques avec l'Irlande. Mais le plan de Chequers permet justement qu'il n'y ait pas de frontière qui soit rétablie entre l'Irlande, la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Car elle propose de percevoir les droits de douane, afin d'appliquer des droits de douane différentiels selon que les marchandises sont à destination du Royaume-Uni ou de l'Union européenne. Ne transiteraient par le Royaume-Uni, ne feraient qu'au transiter par le Royaume-Uni pour ensuite aller vers le reste de l'Europe. Donc pas de frontières physiques. C'est inacceptable pour les Européens, ça ? Alors, je pense que c'est acceptable, mais la position de Michel Barnier actuellement est que ce n'est pas inacceptable. Pascal Joannin, pourquoi l'Europe finalement refuse ce modus operandi proposé par les Britanniques ? Parce que pour eux et pour l'Europe, les 4 libertés de circulation sont un paquet. On ne peut pas choisir l'une et pas l'autre. Donc, la liberté de circulation des marchandises, c'est où on reste à l'intérieur de l'Union, ce que faisaient les Britanniques, ou alors ils sortent, mais il n'y a plus de libre circulation des marchandises. Et sur la frontière ? Et sur la frontière, mais Michel Barnier a une proposition pour justement, il est très au courant, il est allé voir les Irlandais, il est allé voir les Irlandais du Nord. Ils savent très bien que personne ne veut dans l'établissement d'une frontière physique contraignante. Mais il a proposé ce système de backstop dont les Anglais ne veulent pas, parce qu'en effet, ils estiment que ça différencierait le statut de la province d'Irlande du Nord par rapport au Royaume-Uni. Permettre à la province d'Irlande du Nord de continuer à faire partie de ce marché et pas au reste du Royaume-Uni. Voilà. Même on peut dire précisément que la proposition de Michel Barnier, c'est que l'Irlande soit une union douanière. Et donc, en fait, de mettre la frontière dans la mer d'Irlande. Et à cela, Theresa May dit je ne peux pas accepter que le gouvernement que le Royaume-Uni soit fragmenté. Tout à fait. On va en reparler dans un instant parce que c'est effectivement un point clé de ces négociations. Restez avec nous et on se retrouve pour la deuxième partie du débat tout de suite. On est toujours ensemble sur France 24. Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 26 septembre. Donald Trump prêt à de nouvelles sanctions contre l'Iran. Il menace de lourdes conséquences, tout État ou organisation qui irait à l'encontre de cette volonté. La stratégie envers Téhéran ne peut pas se réduire à des sanctions, lui répond Emmanuel Macron. Le candidat Donald Trump pour la Cour suprême à nouveau dans la tourmente. Une nouvelle femme, une troisième, accuse Brett Kavanaugh. Elle dit avoir été victime d'un viol en réunion en sa présence lorsqu'elle était étudiante. Toutes les options sont sur la table. Jeremy Corbyn n'exclut pas un nouveau référendum en Grande-Bretagne sans toutefois l'appeler de ses voeux. En clôture de son congrès, le leader du Parti travailliste s'oppose frontalement au Brexit version Theresa May et promet de nouvelles négociations avec Bruxelles s'il accède au pouvoir. C'est le thème de notre débat. Deuxième partie tout de suite. On est toujours ensemble donc pour le débat. C'est la deuxième partie sur France 24 avec aujourd'hui cette question. Y aura-t-il bien un Brexit ? En tout cas, la date, elle est fixée. C'est le 29 mars prochain, autrement dit dans 6 mois. Et à 6 mois de l'échéance, eh bien, autant dire que le nombre d'incertitudes continue d'augmenter. Catherine Mathieu, vous êtes économiste à l'OFCE avec nous pour en débattre, spécialiste du Royaume-Uni et des questions européennes. Pascal Joannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Don Derrett, président du Labour International pour Paris et le nord-est de la France, et puis en duplex de Londres. Georgina Wright, chargée de recherche au programme Europe de Chatham House. Georgina Wright,
Le projet de Chequers proposé par Theresa May peut-il encore évoluer? Les Européens l'ont rejeté, elle a promis d'y jeter à nouveau un œil, mais il a le Congrès conservateur qui, lui, va débuter ce dimanche après celui des travaillistes. Et on le sait, elle fait face à une fronde au sein de son propre parti, menée notamment par son ancien secrétaire aux Affaires étrangères, Boris Johnson. Effectivement, le congrès donc de la semaine prochaine du parti de Theresa May va être très intéressant. Je pense qu'il y aura des nouveautés sur le Brexit et il y aura aussi des nouveautés de la part de Boris Johnson, David Davis, qui, eux, sont très clairs. Ils opposent complètement Chequers. Ils veulent une relation beaucoup plus flexible avec l'Union européenne. Mais je pense que cette question de Chequers, c'est vraiment une vision que le gouvernement actuel voudrait mettre en place avec l'Union européenne. Maintenant, c'était une vision. Je pense qu'il y a tout à fait à Londres, les gens acceptent que ce ne sera pas la vision finale, qu'en fait que tout reste à négocier et qu'il y aura du compromis. Et je pense que le message de Bruxelles, ou de l'Union européenne la semaine passée, c'était ce message-là. Oui, Chequers, très bien, c'est bienvenu. Il est important de savoir votre vision, de mieux comprendre ce que vous voulez. Maintenant, ce ne sera en tout cas pas la version finale parce que nous devons encore négocier plein de détails. Et voilà, et qu'il y aura encore quelques mois, il y aura beaucoup de compromis, et que je pense que c'est un message important à faire passer ici au Royaume-Uni. Don Derrett, qu'est-ce qui ne vous convient pas dans la proposition de votre gouvernement, cette proposition donc de Chequers? La proposition de... Oui. C'est une proposition qui... c'est pas une chose ou une autre. C'est un compromis qui est... Les gens qui, pour le Brexit, ils n'aiment pas. Les gens pour rester en Europe, c'est pas un pas d'accord dans le parti conservateur. Pour vous, il faudrait une proposition plus radicale sur la ligne de ce que défendent David Davis et Boris Johnson, une sortie plus nette? Il n'a pas présenté un plan complet, un plan pour le... Mais vous, les travaillistes, quel est l'accord que vous voudriez présenter, soumettre à Bruxelles en cas de sortie de l'Union européenne? En quoi serait-il différent de Chequers? Maintenant, nous sommes dans un différent jeu. Oui. Quand ton correspondant en Londres a dit, c'est un différent jeu maintenant. Ce n'est pas de question de quel est le plan. La question, c'est si le plan de Theresa May passe, il passe. Mais après, c'est le gouvernement qui dit oui ou non. Avec, si il n'a pas réussi tous les tests pour le travailliste, il ne passe pas. Ça, je suis sûr. Et comment vous définissez un accord qui économiquement profite aux Britanniques, par exemple? C'est très difficile à évaluer. C'est impossible à évaluer. Eh bien oui, c'est bien la difficulté. Personne ne connaît pas. Oui. Personne ne connaît pas. Donc, mais la situation maintenant, c'est entre les deux partis, les deux grands partis britanniques, tu as une ligne. Oui. Une ligne, parce que Theresa May, elle dit non, non et non pour un deuxième référendum. Elle est dans un trajet, excusez-moi, mais c'est un trajet catastrophique. Et maintenant, le travailliste dit, OK, nous avons discuté dans tous les membres de la parti et nous avons décidé, oui, si, non, c'est pas si, c'est quand. Oui. Nous prenons le pouvoir, nous faisons un deuxième référendum. Un référendum. Donc, Catherine Mathieu, qu'est-ce que les travaillistes feraient différemment finalement dans des négociations avec Bruxelles aujourd'hui? Vous dites vous-même, Chequers est plutôt un accord acceptable pour les Européens. Visiblement, il n'est pas acceptable aujourd'hui pour les pays de l'Union européenne, mais selon moi, surtout pour des raisons politiques. Mais pour des raisons... Pour des raisons politiques, parce que les Européens veulent faire un exemple. Ils veulent sortir le Royaume-Uni sans concession. Bien sûr, c'est-à-dire que très régulièrement, on entend dire, encore très récemment par Bruno Le Maire, qu'il faut qu'il y ait un coût à sortir de l'Union européenne. Pour dissuader d'autres candidats au départ à l'avenir. C'est tout de même la première fois qu'un pays essaye de sortir de l'Union européenne.
Pour l'Union européenne, qui jusqu'à présent a accueilli des pays et avoir un pays, un grand pays, qui décide de quitter l'Union européenne, c'est un échec terrible. Donc, il ne faut absolument pas que le Royaume-Uni, de ce point de vue de l'Union européenne, tire son épingle du jeu. Tirer son épingle du jeu. Mais le plan de Chequers, justement, pour moi, c'est assez surprenant que les travaillistes soient aussi critiques dessus. Parce que dans la proposition de Theresa May, avec cette zone de libre-échange pour les marchandises, ça permet justement de répondre aux préoccupations des travaillistes en matière d'emploi et de croissance, me semble-t-il. Ça permet aussi de répondre à la demande des entreprises britanniques qui souhaitent éviter qu'il y ait un impact trop important à quitter l'Union européenne, qu'elle se voit privée de l'accès au marché européen. Donc, je pense que du point de vue britannique, cet accord est le meilleur. Et malheureusement, je ne vois pas très bien ce que les travaillistes pourraient proposer d'autre s'ils étaient amenés à prendre la tête du gouvernement britannique, d'autres de plus positifs pour l'économie britannique que ce plan-là. Sauf peut-être, Pascal Johannin, finalement de suivre le modèle norvégien, c'est-à-dire l'espace économique européen. On est membre du marché commun, ce qui suppose bien sûr aussi la libre circulation. C'est un modèle qui existe. En effet, la Norvège est un État membre, enfin un État qui n'est pas membre de l'Union européenne, tout en étant dans le territoire européen, et qui a en effet un accord avec l'Union européenne, ou tout en étant non membre de l'Union européenne, a accès au marché unique de 500 millions de citoyens. Les Britanniques ont dit dès le départ qu'ils ne voulaient pas de ce modèle parce que ça imposerait en effet de rentrer dans l'espace économique européen. Il y a des conditions quand même pour bénéficier du marché unique. Et donc, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas non plus du modèle suisse, qui est un autre modèle d'un autre État qui n'est pas membre de l'Union européenne et qui a une multitude d'accords pour aussi avoir accès au marché unique européen. En gros, ce sont des pays qui prennent partie au grand marché, mais qui n'ont pas le droit de décision, qui n'ont pas pris sur les décisions. Et qui payent pour ça. Et qui doivent accepter la libre circulation des travailleurs. C'est pour cela que Theresa May ne peut pas accepter. Alors donc, elle ne voulait pas. Mais maintenant que le compteur tourne, et en effet, il faut trouver un accord. Je dis bien, attention, c'est pas un accord de relations futures qui est négocié. Les relations futures, c'est après. Là, c'est l'accord de retrait qui porte sur les points qui sont les citoyens européens qui vivent au Royaume-Uni et les citoyens britanniques qui vivent dans l'Union européenne. C'est la facture parce que les plans de budget européens sont sur 7 ans, donc 2014-2020. S'ils partent en 2019, en effet, ils avaient promis de payer jusqu'en fin 2020. Et puis, il y a la question irlandaise. C'est les 3 points qui sont au cœur de l'accord de retrait. C'est ça. Et après, quand on aura cet accord de retrait, il y a une période de transition dans laquelle le Royaume-Uni sera non plus État membre de l'Union européenne, mais restera en lien avec l'Union européenne pour négocier cet accord de relations futures, qui sera vraisemblablement un accord de libre-échange, comme nous en avons, enfin comme l'Union européenne en a, avec le Canada, avec la Corée du Sud, etc. etc. Mais ça ne sera négocié qu'après le 29 mars. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut encore s'inquiéter du sort des ressortissants européens qui vivent au Royaume-Uni, de la même manière que le sort des Britanniques qui vivent en Europe continentale n'est pas du tout garanti? Alors ça, c'est un point qui a été négocié, et Michel Barnier estime que Theresa May le gouvernement britannique a pris les engagements qu'il fallait. Et pour la facture, en effet, ils ont pris aussi des engagements. Il n'y a que sur cette question irlandaise qu'aujourd'hui, le bas blesse et donc que l'accord n'est pas trouvé. C'est-à-dire qu'il reste 20% de la question pour qu'on trouve un accord. Alors, moi, sur le nouveau référendum, moi, je veux bien, mais d'ici le 29 mars, est-ce qu'il est sérieux que les Britanniques arrivent au pouvoir? Parce que si les travaillistes arrivent au pouvoir, parce que s'ils arrivent au pouvoir le 30 mars, de fait, ils auront quitté le Royaume-Uni. Donc, le Royaume-Uni aura quitté l'Union européenne. Et donc, il fera le nouveau référendum, ça veut dire refaire des négociations pour rentrer. Donc, tout ça me paraît très confus, parce que ça voudrait dire qu'il y ait un grand boom politique en Royaume-Uni d'ici la fin de l'année, et que, en effet, les choses se décantent politiquement d'ici le 29 mars, qui me paraît un peu court aussi. Voilà. Oui, juste une précision. Hein. Donc, effectivement, la première phase de négociation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne a porté sur les 3 points que vous venez de rappeler. Mais dès le début, les Britanniques ont souhaité négocier sur leur futur partenariat avec l'Union européenne. Et maintenant, depuis un an, c'est acté par l'Union européenne qu'on discute aussi sur ce futur partenariat. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'Union européenne elle-même a demandé à Theresa May de présenter un plan. Et c'est comme cela que le plan de Chequers est arrivé sur la table. Donc il y a déjà depuis un an des discussions entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur l'après.
l'après, sans entrer dans le détail de ce plan, mais la grande philosophie de ce plan, et il a été dit que lorsque le Royaume-Uni sortirait de l'Union européenne, il faudrait qu'il y ait l'accord à la fois sur les 3 points de négociation et aussi sur la philosophie du futur partenariat. Et donc c'est pour cela aujourd'hui qu'on est aussi dans une situation où il y a beaucoup d'inconnus, parce que si effectivement les Britanniques, comme les négociateurs européens, disent aujourd'hui on a 80% de l'accord qui, on est d'accord sur 80% des points sur les 3 points en négociation. Et si on sait qu'effectivement, sur la question de l'Irlande, tout le monde souhaite trouver une solution, il reste la philosophie et la mise en place de l'accord futur. Et c'est sur ce point-là qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'accord. Alors, l'après, justement, un Brexit sans accord entraînerait des coûts importants pour l'économie britannique, d'après le FMI, qui s'attend, quoi qu'il arrive, à une croissance plus faible, 1,5% pour l'an prochain pour le Royaume-Uni, et sans doute donc beaucoup moins en cas de sortie de l'Union européenne. Explication. Le FMI prévient les Britanniques, quel que soit le scénario, l'économie va se dégrader. Le Fonds monétaire international anticipe une croissance du PIB d'1,5% en 2019 en cas d'accord signé avec l'Union européenne. Un chiffre qui aurait atteint 1,75% sans le Brexit. Permettez-moi d'être clair. Par rapport au marché unique harmonieux d'aujourd'hui, tous les scénarios Brexit probables auront des coûts pour l'économie britannique. Et dans une moindre mesure, également pour l'Union européenne. Plus les obstacles au commerce seront importants dans la nouvelle relation, plus les coûts seront élevés. En cas de Brexit sans accord, la situation économique devrait se détériorer davantage. Le FMI prévoit une réduction de la croissance et une dépréciation de la livre sterling. Même observation du côté de la Banque d'Angleterre. Si un accord n'est pas signé, le Royaume-Uni risque d'entrer en récession. La livre sterling pourrait perdre une partie de sa valeur et les prix de l'immobilier baissaient de 35%. Le plan proposé par Theresa May prévoit le maintien d'une relation commerciale étroite entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Pour la première ministre britannique, le temps presse et les options se réduisent. Je pense que la seule alternative à mon plan, c'est l'absence d'accord. Parce que premièrement, c'est un bon accord et que deuxièmement, nous quittons l'Union européenne dès le 29 mars 2019. Les discussions sur le Brexit entrent dans leur dernière ligne droite. Le Royaume-Uni et l'Union européenne souhaitent achever les négociations au sommet européen du mois d'octobre ou au plus tard, début novembre. Georgina Wright, à Londres, les effets du Brexit se font déjà sentir ? Oui, effectivement, la livre sterling ne vaut déjà plus qu'elle ne valait il y a un an. Et effectivement, il y a beaucoup d'angoisse, je pense, au Royaume-Uni pour l'instant. Surtout avec cette appréhension qu'il n'y aura pas d'accord de retrait, que le Royaume-Uni risquerait de quitter l'Union européenne en mars 2019 sans accord. Effectivement, il y a les business qui commencent à s'inquiéter. Et puis, comme on en discutait avant, finalement, ce qui, je pense, est assez problématique dans la proposition de Chequers, c'est que oui, le gouvernement britannique propose de copier, de conformer aux lois européennes, mais après, il y a toutes sortes d'autres obstacles. Donc, par exemple, si moi, je suis une petite une compagnie, disons, et que j'exporte des jeux à l'Union européenne, voilà, j'ai les mêmes lois, j'ai les mêmes standards, très bien, mais une fois que j'arrive à la frontière, il y a plein de certificats que je dois remplir. Il y a ensuite donc la compagnie de transport qui va transporter mon jeu jusqu'à, disons, en France ou en Belgique. Cette compagnie doit elle-même aussi remplir plein de certificats, de documents, de formulaires, etc. Et en fait, c'est tous ces obstacles-là qui font que même s'il y a des standards et des lois complètement identiques, qui font que l'échange commercial devient plus onéreux. Et c'est ça le problème, je pense, avec le problème fondamental dans le Chequers, c'est que, en fait, quand on pense au marché commun, il n'est pas bon de seulement y penser comme un marché. En fait, c'est un écosystème légal et réglementaire où la Commission européenne, avec les autorités dans les différents États membres, vérifie que tous les standards soient respectés, etc. Une fois que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne, il faudra créer il faudra une frontière, il faudra créer des nouveaux postes pour vérifier que tous les documents soient complets, etc. Et tout ça devient onéreux, tout ça prend du temps, et c'est là d'où viennent les coûts, finalement.
Cette bureaucratie si souvent combattue, critiquée par Londres, elle risque de se retrouver aux portes, voire même à l'intérieur même du Royaume pour pouvoir continuer à commercer avec l'Europe. Don Derrett, on a menti aux Britanniques sur le Brexit, et si c'est le cas, comment expliquez-vous que votre leader Jeremy Corbyn aujourd'hui n'aille pas plus franchement dans l'idée d'un nouveau vote? Parce que lui-même a été partisan du Brexit, non? Pardon? Parce que lui-même a été partisan du Brexit, non? Jeremy Corbyn. Oui, mais en temps. Il est, c'est pas Jeremy Corbyn, c'est le parti, c'est le travailliste. Oui. C'est un parti très démocratique. Donc il écoute tous les gens de le parti, il dit oui, ok. Parce que c'est un système, c'est pas juste. Il n'est pas. Seuls 37% de vos électeurs ont voté pour le Brexit. Ça veut dire qu'une majorité à l'époque voulait rester au sein de l'Union européenne. Et je parle à la travailliste. Oui. Maintenant, la majorité de la travailliste dit oui. Si c'est un autre référendum, nous restons en Europe. C'est préférable, vous trouvez, de rester au sein de l'Union européenne? Moi, personnellement, bien Vous sûr. le souhaitez pour votre pays? Oh oui, bien sûr. En tout cas, écoutez ce que Theresa May, interrogée aujourd'hui sur l'avenir du Royaume-Uni en dehors d'Europe, avait à dire aux chefs d'entreprise auxquels elle s'adressait à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous avons un plan pour construire une économie riche en connaissances, hautement innovante, hautement qualifiée et de haute qualité, mais avec de faibles taxes et une régulation intelligente. Permettez-moi donc de dire ceci très clairement. Quelle que soit votre entreprise qui investit dans le Royaume-Uni post-Brexit, nous vous offrirons le taux d'imposition sur les sociétés le plus bas du G20. Ils vont en faire un paradis fiscal aux portes de l'Europe, Catherine Mathieu. C'est ça le modèle, et est-ce que ça peut prospérer plus même qu'au sein de l'Union européenne? Alors, ça fait partie des scénarios possibles, mais l'extrait que vous venez de diffuser de l'intervention de Theresa May est très intéressant parce qu'en fait, ce que dit Theresa May aujourd'hui n'est pas quelque chose qu'elle dit parce qu'il y a le Brexit. C'était déjà dans la politique du gouvernement conservateur en 2010. Donc, abaisser le taux d'imposition, l'amener à être le niveau le plus bas du G20, c'est déjà dans le programme des conservateurs depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, elle ne fait que redonner cet argument. Sortir de l'Union européenne leur permet de le faire plus facilement ou d'aller plus loin? Aujourd'hui, le taux d'imposition au Royaume-Uni est dans le projet du gouvernement, c'est de le faire baisser de 19% à 17%. Il faut bien voir qu'à l'intérieur de l'Union européenne, on a accepté qu'un pays, l'Irlande en l'occurrence, ait un taux d'imposition sur les sociétés de 12,5% seulement. Et tous les pays, mais tous les pays de l'Union européenne progressivement baissent leur taux d'imposition sur les sociétés. Il y a eu l'Allemagne il y a quelques années, il y a la France maintenant qui suit cet exemple, et tous les pays se mettent à baisser leur taux d'imposition sur les sociétés. Donc on a déjà une concurrence fiscale qui se met en place à l'intérieur de l'Union européenne. Nous n'avons pas été capables à l'intérieur de l'Union européenne de mettre en place des taux d'imposition sur les sociétés minima suffisamment élevés. 12,5%, c'est vraiment... Le taux de l'Irlande, c'est vraiment très bas. Et donc, Theresa May, c'était déjà, et les conservateurs en général au Royaume-Uni, inscrits dans cette stratégie de baisse des taux d'imposition et d'attirer des investissements, d'attirer des entreprises au Royaume-Uni. Alors aujourd'hui, cet argument prend une autre dimension, parce que si le Royaume-Uni sort effectivement de l'Union européenne le 29 mars et qu'il n'y a pas eu d'accord avec l'Union européenne, bien sûr, c'est tentant de faire véritablement un paradis fiscal et non pas uniquement d'essayer d'attirer les entreprises en baissant le taux d'imposition sur les sociétés, mais aussi de façon plus générale de déréglementer l'ensemble des activités économiques, d'avoir une fiscalité encore plus favorable pour les activités financières. Et une fois que le Royaume-Uni sera sorti de l'Union européenne, il n'y aura absolument plus aucune contrainte qui s'opposera à lui. Et plus de moyens de pression. Et il pourra faire ce qu'il souhaite. Demain le divorce, après-demain la guerre économique. Pascal Joannin, est-ce qu'il faut craindre un paradis fiscal aux portes de l'Europe? Alors, c'est peut-être en effet un des scénarios qui puisse se passer, je ne sais pas du tout. Le premier scénario qui se passe en cas de no deal, on va dire que s'il y a un accord, les choses... Il y a des négociations qui continueront. Ça permet d'empêcher les négociations qui continueront entre l'Union européenne et le Royaume-Uni pendant, on a dit jusqu'à fin 2020, mais le délai, là, il n'y a pas de délai qui est prescrit, et donc on peut penser que ça pourrait durer plus longtemps jusqu'à ce qu'on trouve en effet la relation future qui va bien.
En cas de no deal, le premier choc c'est pas le paradis fiscal, c'est qu'en effet le Royaume-Uni va se retrouver dans un vaste trou noir. C'est-à-dire qu'en quittant l'Union européenne, ils ne sont plus membres de l'Union, et tous les accords qu'ils avaient étaient faits avec l'Union européenne dont ils étaient membres. Donc ils repassent sous la coupe de l'OMC, et donc ils n'ont plus aucun accord avec personne. Et ça va donc amener, dans l'immédiateté du 29 mars, l'après, ça va être terrible pour les Britanniques, parce qu'il va y avoir des tas de choses qui ne vont plus marcher, il y a des tas de choses qui vont être des procédures, comme l'a expliqué Madame White tout à l'heure. Il y a vraiment des choses qui vont être terribles pour les Britanniques, et le FMI et d'autres organisations internationales disent qu'en effet les prévisions de croissance qui ont été faites seront revues à la baisse. Il y aura un plus grand choc, puisque le Brexit n'a pas eu lieu encore, et que le jour où il se fera, et si c'est avec un no deal, là il y aura vraiment des conséquences pour les Britanniques. Il y en aura aussi pour l'Union européenne, mais il y en aura plus pour les... Ça veut dire des droits de douane à l'entrée et à la sortie. À la sortie, il y a des droits de douane, mais il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui ne marcheront plus, il faudra faire des tas de choses. Là, l'Organisation internationale du transport aérien a prévenu que s'il n'y avait pas de no deal, il n'y aurait plus un avion les Britanniques qui pourraient circuler, parce que... C'est pas un peu catastrophiste, c'est pas comme le bug de l'an 2000. Non, c'est pas des catastrophistes. Les Britanniques eux-mêmes mettent sur leur site du gouvernement près de 80 fiches en disant voilà ce qui va se passer s'il y a un no deal. Eux-mêmes le savent. Et dans plein de pays, l'Allemagne, la France, il y a déjà des législations qui sont faites pour anticiper ce cas de figure s'il venait à venir. Voilà. Donc c'est catastrophiste, parce que c'est la première fois que... Alors d'abord, on essuie un peu les plates. C'est la première fois qu'un pays quitte l'Union européenne, et quittant l'Union européenne sans accord se retrouve dans une situation, puisque aujourd'hui, depuis 44 ans qu'ils sont membres de l'Union européenne, la plupart des accords qu'ils ont sont des accords qui sont liés au fait qu'ils étaient États membres. Donc elle peut aller aux États-Unis pour dire je vais faire plein de choses, mais elle pourra peut-être pas faire tout ce qu'elle veut au début. Et le dumping fiscal, le paradis fiscal, la vaste aire de jeu, Macao, je ne sais pas comment on pourra appeler ça. Oui, c'est une possibilité, mais ce n'est pas sûr que ça réussisse. Parce que qu'est-ce qui va se passer aussi? C'est qu'un certain nombre d'entreprises qui ont déjà quitté le Royaume-Uni, parce que quand même, en matière économique, il y a 60 millions, grosso modo, de Britanniques, et puis il y a 440, puisqu'on les ampute, 440 millions de l'autre côté. Pour certaines entreprises, c'est plus intéressant d'être sur le marché unique européen continental que sur le marché britannique qui est un peu restreint. Et donc, toutes les conséquences ne sont pas immédiatement visibles, mais on sait qu'il va y avoir un coût non seulement financier, mais un coût économique pour le Royaume-Uni, mais il y en aura aussi pour l'Europe. Il ne faut pas croire que ce coût sera seulement pour le Royaume-Uni, il y en aura aussi pour l'Europe. Donc, c'est un jeu où il n'y a pas de gagnant. Et donc, ce n'est pas forcément le scénario qui prédomine, qu'il faut faire prédominer, mais en tout cas, c'est un scénario qui peut être arriver si jamais, en effet, dans les 4 semaines qui viennent, vraiment de mi-octobre à mi-novembre, on n'arrive pas raisonnablement à se mettre d'accord. Je crois que c'est possible, mais il faut de la volonté politique, et surtout pour Theresa May, la possibilité de faire quelque chose au sein même de son parti où elle n'a pas les coups des franches. Je pense qu'il faut... D'ailleurs... Johnny Wright, oui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Royaume-Uni et l'Union européenne pensaient avoir une transition à peu près 2 ans. Parce que s'extriquer du marché unique, c'est très très compliqué. Finalement, après 44 ans où toutes nos lois ont été conditionnées par le fait que nous étions membres de l'Union européenne, il faut au moins 1 an et demi pour vraiment discuter de l'accord commercial qui gouvernera à l'avenir, de tout ce qui est gouvernance, comment on pourrait faciliter à la douane, quel processus, quel formulaire, etc. Il y a plein de questions qui n'ont pas encore été résolues, et donc du fait que le Royaume-Uni quitte sans accord en mars serait assez problématique. Catherine Mathieu, une dernière question, puisque c'était aussi le thème de notre débat aujourd'hui. Est-ce que Jeremy Corbyn, avec ses propositions aujourd'hui, son programme quand même très à gauche, qui promet d'investir dans les services publics, dans les nationalisations, de généraliser l'actionnariat salarié, d'imposer davantage les plus riches, il aurait peut-être aussi davantage les coups des franches hors de l'Union européenne, non ? Oui, ça fait partie des paradoxes effectivement de l'histoire actuelle. C'est que sur un certain nombre de domaines, notamment effectivement en matière de nationalisation, si aujourd'hui le Royaume-Uni étant membre de l'Union européenne n'a pas autant les coups des franches que s'il était hors de l'Union européenne. Mais je pense quand même que le principal risque aujourd'hui, du côté des travaillistes, c'est qu'il n'y ait pas d'accord avec l'Union européenne, et comme l'a dit Jeremy Corbyn, ça serait une catastrophe, parce qu'effectivement, le scénario le plus probable
à ce moment-là, me semble-t-il, serait celui du paradis fiscal et donc, pour le coup, un modèle très libéral qui n'est pas du tout celui que souhaitent les travaillistes. Mais qui, demain au pouvoir, lui permettrait de nationaliser ce que ne lui permettrait pas de faire aujourd'hui l'Union européenne. Disons que ça serait plus difficile. Nationaliser des entreprises. Ce serait plus difficile. Merci beaucoup, Catherine Mathieu, d'avoir été avec nous. Merci également à Pascal Joannin, à Don Derrett et à Georgina Wright qui étaient avec nous en duplex de Londres. Voilà, c'est la fin de ce débat. Mais l'actualité continue sur France 24. Dans un instant, un nouveau journal. Restez avec nous.